Ok, bonjour tout le monde. Euh, Comme elle vient juste de le dire, moi je suis Diallo Asmao et assistante et chercheuse à l'université de Doshisha. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes projets de recherche en cours sur la gestion durable des ressources naturelles et paix au Sahel, un défi à relever. Alors, comme on le sait tous, les ressources naturelles telles que la terre, l'eau, les forêts constituent des sources de vie essentielles. Elle souligne l'importance de l'existence et des activités humaines dans le monde, principalement dans les zones rurales. Et le Sahel, qui est cette vaste région semi-aride située juste au sud du désert du Sahara et au nord des régions plus humides, des régions équatoriales de l'Afrique. Regardant la carte, on voit bien que le Sahel est traversé par plusieurs pays, notamment la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Soudan. Et le Sahel est caractérisé par un climat semi-aride avec des précipitations limitées et irrégulières, rendant l'agriculture et la vie pastorale difficiles dans ces zones où la majorité de la population dépend de ces activités pour subvenir à leurs moyens de subsistance. Ces défis affectent essentiellement l'utilisation et la gestion des ressources naturelles essentielles aux moyens de subsistance des populations, comme j'ai eu à le dire. Alors, dans ce contexte, le Sahel devient une zone vulnérable, nécessitant une attention particulière en termes de développement durable et de paix en Afrique subsaharienne. Alors, plusieurs études ont été menées par plusieurs chercheurs pour faire le lien entre les conflits et la gestion des ressources naturelles en Afrique. Et plusieurs hypothèses ont été soutenues. D'après un premier groupe de chercheurs, il lit à les conflits. Les conflits liés aux ressources naturelles remontent bien sûr à l'époque coloniale, où les divisions territoriales et les politiques de gestion des terres imposées par les colonisateurs ont souvent ignoré les structures et usages traditionnels des communautés locales, créant des tensions durables. De plus, l'exploitation intensive des ressources naturelles par les puissances coloniales a aussi exacerbé la compétition et les rivalités entre différents groupes ethniques, même dans les pays postcoloniaux en Afrique. Il y a d'autres groupes de chercheurs qui soutiennent aussi que le changement climatique attise la concurrence et la violence autour des ressources en déclin dans ces zones. Et il y a un autre groupe qui soutient que les conflits liés autour des ressources naturelles ont un lien avec la gouvernance. Selon eux, une mauvaise gouvernance associée à des intérêts divergents alimente les conflits autour de la gestion des ressources naturelles. Et ensuite, on a les positivistes qui soutiennent que l'intégration des questions environnementales dans les questions de promotion de paix demeure indispensable pour une gestion durable des ressources naturelles qui est essentielle pour prévenir et favoriser la stabilité à long terme dans le Sahel. Alors, sur la base de ces littératures, j'ai développé une perspective théorique sur les conflits et la rareté des ressources. Dans cette théorie, je soutiens que lorsqu'il y a soit rareté ou abondance des ressources naturelles, les stratégies d'adaptation ou de gestion autour de ces ressources peuvent souvent aboutir à des conflits, rendant certains groupes de personnes vulnérables. Et cela peut aussi donner naissance à l'émergence d'une action de coopération ou de conflit au sein d'une même communauté. Alors, je vais me baser sur cette théorie pour analyser mes données. Alors, les situations foncières ou hydrologiques sont coopératives lorsque les parties prenantes parviennent à négocier ou à maintenir des accords pour l'utilisation des terres et de l'eau. Elles sont conflictuelles lorsque l'accès à la terre et à l'eau, ainsi qu'à l'utilisation de l'une ou de plusieurs parties sont contestés. Alors, les conflits au Sahel ont donc différents facteurs interconnectés et interdépendants, comme le souligne bien la littérature. Cependant, il existe
peu d'indices démontrant l'existence des relations entre la hausse du nombre de compétitions et des rivalités dans la gestion des ressources naturelles et l'émergence des conflits. Et mon étude a donc pour objectif d'examiner comment la pénurie des ressources impacte la gestion des ressources naturelles et comment cela contribue-t-elle à la coopération ou au conflit dans les communautés. Répondre à cette question nous permettra bien sûr de contribuer à une gestion durable des ressources locales en vue de soutenir des populations rurales pauvres et les groupes défavorisés au Sahel. Elle améliorera aussi les connaissances parmi les chercheurs et les praticiens qui s'intéressent bien sûr à cette zone de l'Afrique. Elle aura aussi une implication pour les politiques de gestion des ressources naturelles, les réformes juridiques et administratives en cours dans ces pays. Alors, pour la méthodologie, j'ai effectué un terrain entre décembre et mars 2022 dans le centre du Mali, principalement dans la région de Mopti et de Ségou. Et j'ai effectué des entretiens semi-structurés avec les principales parties prenantes, les représentants des communautés locales, les fonctionnaires étatiques et les autorités traditionnelles. L'objectif était d'avoir leur perspective et expérience, aussi bien que leur perception sur la gestion des ressources naturelles. J'ai aussi collecté des documents, j'ai aussi consulté des documents et archives gouvernementales et aussi des documents émanant des organismes internationaux et régionaux et aussi les publications scientifiques. Alors, le premier cas d'étude a été réalisé dans le village de Kebambougou, qui est situé dans le cercle de Bla, à 87 km de la ville de Ségou, qui est la 4e région administrative du Mali et est constituée principalement d'ethnie Bambara. Dekebabougou est niché le long des rives du Bani, qui est l'un des affluents du fleuve Niger et qui fournit de l'irrigation nécessaire aux besoins des populations qui pratiquent essentiellement l'agriculture, l'élevage et l'artisanat comme activité, comme source de revenus. Et la taille moyenne des ménages varie de 8 à 10 individus. Alors, les changements climatiques et les activités économiques dans cette zone sont confrontés à de multiples menaces, notamment au cours de ces dernières années. Et les résultats de mon enquête indiquent une augmentation de la concurrence pour les ressources naturelles entre les utilisateurs et les usages. Et cela tire son origine, cela conduit bien sûr à la perte des droits sur les ressources naturelles qui entraîne une augmentation des conflits entre les utilisateurs au sein d'une même communauté et entre différentes communautés. Et cette perte de droits sur les ressources naturelles tire son origine de la décentralisation de 1999 que l'État du Mali avait effectué en son temps, qui a eu des avantages, mais en même temps, il a aussi affaibli des sentiments d'appartenance locale et a entraîné l'appropriation du foncier et des ressources considérées comme appartenant aux premiers arrivants au profil de l'État. De plus, la compétition politique pour le leadership des municipalités se reflète aussi dans le nombre de conflits pour les ressources naturelles. Et cette lutte pour le pouvoir exalte les rivalités et les tensions liées à l'accès et au contrôle des ressources essentielles. Comme on le voit bien sur ce graphe, le regardant, on voit bien que les conflits liés aux ressources naturelles ont débuté au Mali bien avant les années 95 et se poursuivent encore. Mais néanmoins, il y a eu une hausse dans le nombre de conflits et de coopérations au début des années 2000 à 2007 et ça continue jusqu'à nos jours. L'analyse a aussi permis de faire le lien entre l'accès sûr et sécurisé aux ressources et les conflits. L'accès sûr et sécurisé aux ressources naturelles à des fins productives, aussi bien que les services environnementaux sont tous essentiels. Mais néanmoins, les groupes pauvres et les défavorisés ont moins de pouvoir pour garantir leur accès à ces ressources, notamment en cas de rareté, et cela conduit souvent à des conflits au sein de ces communautés. Alors, pour le cas de Dekebabougou, l'étude a aussi démontré que ces villages font face à des défis en raison de l'augmentation de la dégradation des terres causée par le changement climatique. Lors des entretiens réalisés avec les locaux, les agriculteurs ont
essentiellement mentionné des facteurs qui menacent leurs activités de subsistance. D'abord, ils ont souligné des facteurs agroécologiques et hydrologiques qui se traduisent par la baisse du rendement des cultures et une diminution des revenus et des conditions météorologiques imprévisibles, la détérioration de la qualité du sol. Ils ont aussi souligné leurs préoccupations concernant l'incursion des éleveurs peuls sur leurs terres agricoles, qui a aussi lié à une intensification de la concurrence pour les terres restantes et aussi une compétition interne conflictuelle au sein des communautés entre les habitants d'origine et les autochtones. Selon mon enquête, 65% des conflits se produisent au sein des communautés, c'est-à-dire c'était des conflits intracommunautaires, tandis que 35% ont eu lieu entre deux ou plusieurs communautés. Alors, ceci sont quelques témoignages des personnes enquêtées sur le terrain et Moussa, qui est un agriculteur, disait ceci. Nous sommes confrontés à des défis sérieux avec nos cultures. Le rendement continue de baisser et ce n'est pas seulement à cause du changement climatique. Les éleveurs peuls deviennent un véritable problème. Ils amènent leur bétail dans nos champs et il y a moins en moins d'espace pour l'agriculture. Nous avons eu des conflits sur les droits de pâturage, ce qui met en péril nos moyens de subsistance. Et Amadou, qui est un éleveur, poursuit. Notre village a toujours été le théâtre de cohabitation entre Bambara et Peul. Nous partageons la terre et ses ressources depuis des générations. Mais ces derniers temps, les choses ont changé. Cette carte, dit-il en montrant la carte derrière lui, montre la superficie des terres que nous avons perdues. Nous avions de vastes zones de pâturage pour notre bétail, mais elles sont de moins en moins clôturées. Plus en plus clôturées, je m'excuse. Il devient de plus en plus difficile de trouver de l'eau pour nos troupeaux. Nous ne voulons pas de conflits, nous aspirons seulement aux moyens de survivre notre mode de vie. Alors, pour le cas de Douanzan, qui est situé dans la région de Mopti et qui est la limite méridionale du Sahel, car elle relie le nord et le sud du Mali, il est constitué d'environ 149 000 personnes selon le recensement général de la population de 2001. Et il est constitué de différents groupes ethniques, notamment les Bambara, les Dogons, les Peuls, les Markas, etc. Et la taille moyenne des ménages varie de 6 à 8 personnes. Et les gens vivent notamment de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'artisanat. Alors, pour le cas des Douanzan, les ressources en eau de surface et souterraine constituent d'importantes sources d'eau pour différentes activités. Et la région possède un écosystème complexe constituant la base de multiples stratégies de subsistance, notamment l'agriculture, l'élevage et la pêche. Alors, les pêcheurs, les agriculteurs et les éleveurs utilisent la même zone de terre ou d'eau à différentes périodes de l'année. Pour les agriculteurs, leurs activités principales se déroulent sur les terres agricoles, généralement concentrées dans les zones spécifiques de la région où l'irrigation est possible. Et leurs interactions spatiales est concentrée autour de leurs champs et des ressources en eau nécessaires à l'agriculture. Quant aux pêcheurs, ils opèrent principalement sur les cours d'eau, les lacs ou les zones côtières où la pêche est pratiquée. Et leur interaction spatiale est centrée sur les zones aquatiques et les habitants de poissons. Quant aux éleveurs, leurs activités de recherche de pâturage pour les bétail leur conduit à se déplacer sur des vastes étendues de terre en fonction des saisons et des disponibilités en herbe. Et leur interaction spatiale couvre un large éventail de terrains, des plaines et des zones montagneuses. Alors, les tensions et la compétition en ces différents groupes se produisent généralement lorsque là où les ressources naturelles sont partagées, telles que les zones de pâturage, les points d'eau et les zones de pêche. Et les interactions spatiales se concentrent donc sur ces zones de chevauchement où les revendications concurrentes sont les plus fortes. Lors de mes entretiens, les personnes enquêtées ont aussi fait référence à des grievances historiques non résolues qui conduisent souvent aussi à des tensions et à la concurrence au sein de ces communautés. Comme je l'ai eu à le dire dans le slide précédent, la majorité de ces conflits s'opèrent pendant la saison sèche où il y a pénurie d'eau
et nombre de ces conflits se passent au sein d'une même communauté, entre deux ou plusieurs communautés, entre plusieurs communautés ou districts. Ceci sont aussi quelques témoignages des personnes enquêtées à Douanzan. Isaac disait ceci: à Douanzan, une longue histoire de droits de pêche inégaux a engendré du ressentiment et de la compétition entre les différents groupes de la communauté. Historiquement, les Bozo ont bénéficié d'un accès privilégié aux zones de pêche les plus productives, tandis que les Somono ont été cantonnés à des zones moins fructueuses. Et cette inégalité nourrit le ressentiment et la rivalité pour cette ressource essentielle, alimentant ainsi les tensions au sein de la communauté. Et un autre poursuivi, la rectification de ces injustices passées est essentielle pour favoriser la coopération et la gestion durable de nos ressources, des ressources halieutiques. Et les leaders communautaires et les décideurs politiques devraient collaborer pour élaborer un système de droits de pêche plus équitable, prenant en compte les besoins de tous. Alors, sur la base de ces données, c'est une étude qui est toujours en cours. Nous avons conclu que les cas de Deguebambougou et Douanzan mettent en lumière un réseau complexe de facteurs qui alimentent les conflits dans ces zones. L'existence du pluralisme juridique dans les zones rurales, il s'agit là de la coexistence des règles établies par l'État et celles établies par les communautés. Et les règles de gestion ne sont pas toujours claires pour tous, notamment les utilisateurs en particulier et ceux qui viennent de l'extérieur de ces communautés. Bien que ces personnes connaissent les règles, mais elles ne les respectent pas toujours, souvent motivées par des raisons, par des considérations telles que la richesse économique, leur connexion politique ou leur affiliation ou leur lien avec des groupes armés dans la zone. Et ces non-respects sont souvent des moyens pour exprimer leur désaccord avec la légitimité des gestionnaires ou propriétaires locaux des ressources. Sur la base de ces données, l'étude a quand même fait ces quelques recommandations. Il serait mieux de soutenir la gestion des ressources naturelles en vue de renforcer les communautés locales à travers des initiatives de gestion rationnelle des ressources. À Deguebambougou, cela pourrait se passer par la création d'une plateforme de dialogue entre les Bambara et les éleveurs pour développer des pratiques collaboratives de gestion des terres qui répondent aux besoins de pâturage tout en prévenant la désertification. De même, en Douanzan, une approche de gestion rationnelle des ressources pourrait faciliter le dialogue entre les communautés Bozo, Peul et Somono en vue d'établir des stratégies équitables de répartition d'eau qui tiennent en compte les besoins en irrigation et en abreuvement de bétail. Il faudrait aussi résoudre les grievances historiques visant à reconnaître et à traiter les problèmes historiques fonciers et les pratiques coutumières liées aux ressources qui sont essentielles pour instaurer la confiance et favoriser la réconciliation. Cela pourrait aussi impliquer le processus de réformes foncières qui prennent en compte les revendications historiques des différents groupes ethniques dans la zone. Et l'engagement de tous les acteurs et parties prenantes demeure essentiel. Pour la consolidation de la paix, il faudrait obligatoirement une collaboration entre les communautés locales, les institutions gouvernementales, les organisations de la société civile, le secteur privé, et à travers des mécanismes de dialogue inclusif entre ces acteurs et une meilleure politique de gestion des ressources naturelles pourra répondre aux grievances historiques et à tous ces défis. Et aussi, il serait important d'investir dans le développement durable à long terme, notamment dans l'éducation, la santé et le développement des infrastructures dans ces zones, en vue de traiter les causes profondes des conflits liés à la rareté des ressources. Cela inclut aussi la promotion des pratiques agricoles intelligentes face au climat,
pour lutter contre la dégradation des terres et des technologies de conservation d'eau pour améliorer l'efficacité de celles-ci. Et à travers ces quelques recommandations, nous pourrons apporter une lueur d'espoir pour les habitants de cette zone du Sahel. Ainsi prend fin ma présentation et ça c'est quelques limitations et futures études pour, euh, pour cette étude qui est en cours et ça c'est les références utilisées. Merci pour votre attention. Vos questions, commentaires et suggestions sont les bienvenus.